Allez, c'est l'heure de notre grand rendez-vous avec l'IA, avec l'actualité autour de l'intelligence artificielle et en particulier des IA génératives parce qu'il y a une grosse accélération. On va commenter cela avec mes invités. Aimé Lachapelle, fondateur, managing partner et cofondateur d'Emerton Data. C'est une entité du cabinet de conseil Emerson qui est spécialisée dans le domaine de la transformation digitale. Vous avez plus de 15 ans d'expérience dans l'initiation et la direction de grands projets de données et d'IA. Et vous étiez notamment, si je peux citer quelque chose, l'ancien directeur de la data science chez Capgemini Invent. Voilà, comme ça on situe un petit peu d'où vous parlez. Avec vous, autour de la table, Robert Vesoul, cofondateur et PDG d'Illwin Technologies, fondé en 2017 au sein de l'écosystème de Centrale Supélec, de l'Université de Paris-Saclay également. C'est donc l'un des clusters de référence de l'IA et des mathématiques au niveau mondial. Illwin Technologies, c'est aujourd'hui une entreprise, une start-up, j'allais dire, en fait une entreprise. Oui, Scale-up, aujourd'hui on est plus de 80 experts. On est probablement l'une des plus grosses équipes d'experts en IA en France à ce niveau. Et très forte comme vous l'avez dit, 60 clients grands comptes. Oui, tout à fait. Et en 2023, beaucoup de sollicitations de grands groupes sur ce fameux thème de l'IA générative, de savoir comment ça va influencer le devenir ou la feuille de route des grands groupes avec ces nouvelles technologies. Oui, parce qu'on voit que ça bouge. Notamment, j'étais présente au lancement de Microsoft 365 Copilot, donc qui est annoncé en France pour le 1er novembre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un assistant intelligent qui arrive dans toutes les applications 365. Donc, on perçoit l'immense changement, finalement, que ça va impliquer dans les usages, que beaucoup d'entreprises utilisent ces outils. C'est basé sur une intelligence artificielle qu'on connaît bien, développée par OpenAI, mais ça reste un modèle figé en 2021, avec des données de contexte de l'entreprise qui vont permettre de l'enrichir, de le rendre beaucoup plus pertinent à l'usage. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que d'abord, ça arrive dans tous ces outils, mais quand même que ça reste assez cher, parce que l'offre qui est proposée là, c'est $30 par utilisateur par mois à payer pour accéder à ce copilote. Ça reste une technologie élitiste, l'IA générative? C'est à la fois cher et pas cher. Enfin, c'est important aussi de se dire que l'arrivée massive de ces technologies dans notre outil bureautique va poser quand même des tas de questions aux utilisateurs finaux que nous sommes dans des entreprises ou dans des organisations. C'est que quand on mettra dans Word et qu'on demandera de résumer ou dans notre messagerie de résumer un mail, de faire des choses, on enverra de l'information à OpenAI. Et donc, il y a un vrai challenge pour les organisations aujourd'hui de se dire comment ces technologies, elles peuvent être appropriées quand même en toute sécurité. Parce que si on se dit, résume-moi le dernier contrat que je suis en train de gérer avec mes clients, cette information, elle va partir chez OpenAI comme quand vous êtes un utilisateur de ChatGPT aujourd'hui. Donc il y a des alternatives. Alors, ce que dit Microsoft, c'est que ce ne sera pas le cas. Alors, il communique beaucoup sur justement cette transparence, sur le fait que ça va travailler uniquement au sein même de l'entreprise. Mais d'ailleurs, il va falloir développer des nouveaux métiers parce que pour alimenter ces bases de données qui rendent pertinents les larges modèles de langage, il va falloir avoir des data prompt engineering, j'imagine, des gens qui savent bien collecter la bonne donnée pour qu'on puisse réaliser des prompts intelligents au sein de nos entreprises. Il y a tous ces nouveaux métiers qui vont émerger là dans ces mois qui viennent. Alors, nouveaux métiers et évolution des métiers existants, je pense. Le prompt engineering, on en parle beaucoup aujourd'hui. Quand la technologie sera mature... C'est ce qui se recrute le plus en ce moment. Oui, alors bon, après moi, mon point de vue sur ce point-là, c'est que quand la technologie sera mature, ce sera juste s'exprimer en langage naturel. Il n'y aura plus d'ingénierie d'un prompt. Il faudra juste s'exprimer comme on s'exprime aujourd'hui avec une équipe, avec d'autres humains en face, professionnels. Voilà. Pour revenir sur le prix... on a le sentiment quand même, nous on parle on échange avec pas mal de groupes du CAC 40, donc des grands groupes, des grandes équipes. $30 par mois par utilisateur, sur une société de 100 000 collaborateurs, ça fait 3 millions par an. Oui. Donc, nous, ils nous disent que c'est cher. Il y en a qui se posent les questions. Oui, je n'ai pas précisé, effectivement, c'est réservé aux entreprises de plus de 300 collaborateurs pour l'instant. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi le fait que Microsoft doit équilibrer son modèle économique d'une acquisition importante et de rentabiliser cette équation qui est le fait d'être dans cette innovation qui en termes de capacité de
computing, pour faire tourner tous ces serveurs, nécessite beaucoup d'investissement et beaucoup de choses. Donc et ça remet un peu les choses à leur place, qu'on avait l'impression que c'était la grande démocratisation, et finalement, pour accéder à des outils vraiment performants qui sont capables de répondre à ma requête de manière professionnelle, il faut encore payer très très cher. Alors, moi, je nuancerais un petit peu parce qu'au moment où s'est lancé ChatGPT, ou quelques semaines plus tard, s'est lancé un mouvement presque aussi fort de l'open source sur ces grands modèles de langue. C'est-à-dire que ces grands modèles de langue d'IA générative, des entreprises comme Meta, comme Mistral en France, comme d'autres entreprises, c'est des modèles qui sont aujourd'hui open sourcés, et donc des entreprises, Illwin le fait, sont capables d'intégrer, de ce qu'on appelle de fine-tuner, d'adapter au contexte d'une entreprise et de leur délivrer dans un modèle économique qui est différent. Donc il ne va pas y avoir sur le marché que OpenAI et OpenAI. Il y a aujourd'hui, depuis qu'il y a ces modèles open source qui permettent de réaliser ces tâches-là, parce qu'on confond des fois le fait de réaliser une tâche, par exemple de résumer un document, avec une tâche d'aller chercher dans le web l'histoire du général de Gaulle ou d'autres choses. Donc c'est faire une tâche d'IA, il y aura des alternatives et il y aura du challenging économique de l'offre de Microsoft. Alors fatalement, comme c'est dans notre outil bureautique, ça sera très simple d'accès, mais il y aura des offres. Et pour les entreprises, je rejoins tout à fait ce 3 millions d'euros, c'est des sommes qui nécessitent de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des offres alternatives ? Comment je peux, sur mes sujets... C'est une opportunité, ça, justement, pour les modèles européens. Oui, tout à fait. Sur la transformation, alors je parlais des nouveaux métiers qui sont de plus en plus sollicités, mais il y a plus largement le fait que ça change chaque métier au sein de l'entreprise, puisqu'il va falloir travailler avec ces nouveaux assistants intelligents. Il va falloir accompagner les collaborateurs là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'occupent beaucoup de gens déjà, parce qu'il y a des applications qui sont matures. Par exemple, l'aide au résumé d'une réunion, la traduction automatique dans toutes les langues. Voilà. Donc il y a tout un tas de tâches du quotidien aujourd'hui pour lesquelles la productivité peut augmenter très vite dès lors que ces technologies sont adaptées. Donc ça, le sujet, en fait, IA générative, il a été pris au niveau C-level, voire au niveau CEO quand même dans beaucoup de groupes, pour que justement une vision puisse être partagée rapidement et que derrière, il y ait se mettre en place tout le change management associé. Mais est-ce que ça veut dire supprimer des postes, augmenter la productivité, mais de quelle façon ? Qu'est-ce que vous voyez arriver au sein des entreprises que vous conseillez ? Il y a deux choses. Donc, effectivement, quand on tourne le sujet dans tous les sens, l'IA générative, ça permet de faire des gains de productivité, de produire plus vite à moindre coût. Donc ça permet de faire des choses qu'on faisait avant plus rapidement à moindre coût. Ça permet aussi parfois de faire des choses qu'on ne faisait pas avant parce qu'il n'y avait pas de logique économique. Par exemple, on n'allait pas embaucher des milliers d'analystes marché pour cartographier en France toutes les tendances dans tous les restaurants autour des goûts, par exemple des associations de saveurs, de champignons avec des poulets. Bon, voilà, on peut imaginer tout un tas de choses qui sont du coup maintenant possibles et qui ne l'étaient pas avant. Ça crée aussi, de mon point de vue, ça crée aussi beaucoup d'opportunités. Parce que quand on met ça entre les mains d'analystes marché, eh bien, ils peuvent pousser la réflexion beaucoup plus loin, anticiper les besoins des consommateurs, etc. C'est une vision effectivement positive. Il y a aussi quand même cette interrogation qu'on se pose tout le temps. Est-ce que ces nouveaux logiciels intelligents ne vont pas enlever de l'humain là où il y en avait avant ? Alors, je continue dans la branche positive parce que c'est important de s'en donner. Par exemple, dans le domaine de la santé, un médecin, quand il va faire des résumés ou quand il va analyser toute une série de documents, fait toute une série de travaux qu'il estime être rébarbatifs. Et donc, ce type d'outil peut lui permettre d'accélérer, de l'aider. Donc, c'est toujours avec lui qui est aux manettes, mais peut lui l'aider beaucoup dans son travail. Donc, oui, il y a un vrai sujet de productivité et de métiers qui vont changer. Dans le domaine de la relation client, par exemple, il y a des choses qui vont s'automatiser et probablement, l'idée, c'est que les personnes en charge d'eux vont être sur des choses à plus forte valeur ajoutée, mais on retrouve ce qu'on a trouvé dans l'industrie. Il y a une forme d'automatisation de toute une série de tâches qui ne l'était pas avant.
mais des tas de gisements aussi d'autres métiers inventés, d'autres façons de consommer l'information. Je travaille beaucoup dans ce domaine de l'éducation avec Satral Supélec, de se dire ces outils, est-ce que ça vole le travail des professeurs ou ça permet au contraire de mieux enseigner, d'aller plus profond dans tel ou tel domaine. Et donc il faut essayer collectivement d'en faire une construction positive, même si c'est vrai que cette vague va très très vite et empêche peut-être dans certains cas d'avoir le recul, et donc on avance, tout le monde avance très très vite, et donc c'est pas impossible que dans cette avancée, il y ait des choses qui soient plus ou moins bien faites et qu'on voit des ratés, des loupés, ou au contraire de très belles réussites. Et dans cette accélération toujours, et qu'on expérimente chacun la solution pas du tout élitiste, c'est Google qui commence à dire moi, ces IA génératives, je les mets à disposition de tous les utilisateurs de smartphones de ma marque, bien entendu. Dans le Pixel 8, là, on nous promet des nouvelles fonctionnalités, de l'amélioration des images, par exemple, avec des choses assez spectaculaires. Donc on va devenir chacun, finalement, des utilisateurs de ces IA génératives. On va pouvoir en tester aussi les limites. Quelles sont les limites aujourd'hui ? Alors, les limites, aujourd'hui, on discute à la fois de la partie texte, la partie image, donc c'est deux sujets qui avancent effectivement de front, qui touchent des métiers, certains de la création, d'autres métiers dans des métiers qui gèrent plus des corpus de texte, des choses comme ça, donc il y a des métiers différents. Effectivement, cette automatisation, elle va nous amener à réfléchir sur certains de ces métiers. Et là où les GAFAM sont très forts, c'est qu'ils font arriver ça très vite dans notre quotidien. On parle de Microsoft, on parle de Google. Et donc, ça oblige les entreprises dans leur réaction. Du côté des particuliers. Tout à l'heure, on parlait de copilotes. Il y a une étude d'un grand cabinet publiée cet été qui montre que 10% des salariés d'entreprises utilisent ChatGPT dans le cadre de leur travail. Donc, il y a du shadow utilisation de ces outils, et donc la réaction des entreprises pour pouvoir à la fois maîtriser ce qu'on a dans notre smartphone, ce qu'on va pouvoir faire qui est ultra puissant, ce que nous donne comme outil l'entreprise, c'est tout le challenge complexe qu'ont les entreprises là pour réagir à ces outils. Alors après, parfois les promesses sont très belles, mais finalement, à l'usage, on se rend compte que ces IA génératives ne font pas encore des miracles. Je posais la question des limites, aussi des limites technologiques. Est-ce que les entreprises sont en attente très forte autour des IA génératives et risquent d'être un peu déçues finalement des résultats ? Alors complètement, elles l'ont été déjà avec les premières vagues qui étaient le big data, puis la première vague de l'IA, et donc là il va se passer la même chose. C'est assez naturel, il me semble, puisque quand on veut adopter une technologie massivement, on donne de la vision, on se dit qu'elle va servir à tout faire, et puis au final, on fait le tri, et puis ça va permettre d'adresser certains cas d'usage verticalisés. De ne pas aller trop vite ? On leur dit non. Je pense qu'il y a deux voies qui doivent être menées en parallèle. La première, c'est de permettre de tester à grande échelle. Voilà. Parce que c'est ça qui permet aussi à la technologie de maturer. Et la deuxième voie, c'est de leur permettre d'être audacieux, de faire les bons paris, de partir sur les bons sujets qui vont apporter de la valeur à court terme. Et donc, on a les applications du quotidien qu'on a mentionnées plus tôt, qui sont dans la suite Microsoft Copilot. On va avoir aussi des applications beaucoup plus spécialistes, par exemple l'aide à la rédaction de documents juridiques, l'aide à la rédaction ou à la sélection dans le domaine des ressources humaines. Voilà, tout un tas d'applications de ce type-là sur lequel il y a un alignement qui est en train de se créer, beaucoup de spécialistes de ces métiers qui vont très vite pouvoir adopter des solutions sur mesure d'IA générative. Notre domaine où c'est très fort, c'est le domaine du développement, du coding. C'est-à-dire que ces outils permettent aujourd'hui, de façon très concrète, et avec des grandes populations de développeurs, de gagner 15, 20, 25% de productivité dans la façon dont on développe des applications. Donc, pour le coding, c'est clair que c'est une réalité qui est déjà dans le portefeuille du développeur informatique classique. Donc, c'est pour ça que c'est selon les industries, selon les secteurs, mais dans cet exemple-là, c'est déjà, dès 2023, un outillage qui permet d'écrire des tests, de documenter son code informatique, d'accélérer son développement de façon très significative.
Alors, on a aussi une annonce importante du côté français avec Xavier Niel qui a parlé de son ambition pour l'IA avec l'achat d'un supercalculateur du côté de sa filiale d'hébergement dans le cloud Scaleway. C'est un point de départ essentiel, le supercalculateur. On en a besoin d'un de plus encore ? Oui, c'est ce qu'avait annoncé le président Macron à Vivatech avec la création d'un nouveau calculateur qui complète le calculateur Janzé du CNRS qui est justement sur le plateau de Saclay. C'est que pour être capable d'arriver dans ces révolutions, il faut de la puissance de calcul, et ce qui a fait la réussite d'OpenAI avec une ingénierie pour gérer tout ça qui est très grande. Donc le fait que des acteurs français veuillent investir massivement pour se doter de calculateurs, c'est une très bonne nouvelle. Il y a des sociétés comme Numspot dans le groupe d'Ocatpost qui aussi, donc, il y a une annonce aussi. Voilà, donc des acteurs qui sont souverains, parce qu'il y a ce sujet de la souveraineté des données, des algorithmes et la réglementation qui va arriver autour de tout ça. Donc c'est important d'avoir des champions français dans ce domaine du cloud génératif. Quand je dis cloud génératif, ça veut un peu tout rien dire. C'est d'avoir des capacités de GPU, de calcul qui sont au niveau de la gourmandise de ces algorithmes. Et ça reste un maillon de la chaîne. Donc en amont, il y a NVIDIA qui va très bien, comme on le sait. Et puis en aval, il y a aussi tout un écosystème qui est de fait mobilisé en France, qui est un écosystème intéressant. C'est un écosystème des ingénieurs français, parce que voilà, on le sait tous. Dans recherche d'excellence dans toutes les France, absolument. Et aujourd'hui, dans toutes les entreprises plutôt américaines qui développent les algorithmes de pointe, il y a des ingénieurs français. Donc là, c'est aussi une annonce par ce maillon de la chaîne qui permet de mobiliser l'écosystème, de le développer autour des deux formations fondamentales pour l'IA que sont les mathématiques et l'informatique. On a des masters qui forment les meilleurs, le MVA, l'ENS par exemple. Et à côté de ça... des formations qui donnent naissance à Elwin par exemple. Voilà, tout à fait. Et donc à côté de ça, il y a aussi, récemment, il y a aussi un champion naissant français qui est Mistral AI, qui avait levé 100 millions il y a quelques mois, qui a annoncé donc un modèle open source à 7 milliards de paramètres, qui performe aussi bien que le modèle mis dans l'open source par Meta qui s'appelle Llama 2 avec 2 fois plus de paramètres. Et donc là, eux, leur premier travail, ça a été sur... C'est marrant, ça va un peu à l'inverse des supercalculateurs, mais en fait c'est complémentaire. C'est des modèles qui sont plus dans la frugalité, qui vont aller chercher de la robustesse par la parcimonie. C'est bien aussi d'un point de vue ESG. Et voilà, donc c'est à mettre au regard des supercalculateurs. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin du temps qu'on avait ensemble. Aimé Lachapelle, fondateur, managing partner, cofondateur d'Emerton Data. Robert Vesoul, cofondateur PDG d'Illuin Technologies. Merci beaucoup pour vos éclairages. On termine cette séquence avec le regard d'un advisor.